Voilà, amis de l'émission Équistique, salut et bienvenue dans votre émission. Comme d'habitude, vous avez la grâce de nous suivre partout et également nous faisons tous nos efforts pour chercher des informations qui permettent à ce que nous soyons inspirés d'une bonne évolution, inspirés de la bonne manière de faire tout ce qu'il faut. C'est pourquoi nous sommes descendus sur terre. Actuellement, si vous regardez très bien, j'espère que vous ne pouvez pas savoir là où je suis. Mais particulièrement, je vous précise que je suis à Ntsélé. Je suis à Kinshasa, à Ntsélé, mais particulièrement dans le périphérique de la grande agglomération, ou de la grande ville, comme d'habitude. Mais ici, c'est pour inspecter quelques activités qui sont un peu inspirantes dans le cadre de l'agro-pastoral. Les Congolais s'organisent. Ils se disent qu'il n'est pas important ou il n'est pas vraiment admissible qu'on trouve une population riche ou un sol riche plutôt, avec une population qui souffre vraiment pour avoir un pain, pour avoir le manioc, pour avoir les amarantes, ainsi de suite. Voilà pourquoi ils s'inspirent pour parler ou soit pour initier beaucoup de Congolais ou inciter beaucoup de Congolais à faire de l'agriculture. Alors, c'est pas moi de vous présenter tout ceci. Je me lance dans ce terrain, découvrir avec moi tout ce qui s'est fait sur le terrain ou le premier pas de cette bonne idée qui deviendra vraiment un grand projet peut-être dans les jours à venir. Et après avoir découvert tout ceci, vous aurez toutes ces informations auprès des techniciens du terrain, auprès des gens qui sont en train d'organiser toutes ces affaires dans le cadre de l'investissement agricole, dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole. Et on se retrouve tout de suite. Monsieur, bonjour. Bonjour Serge. Où sommes-nous ici? Nous sommes sur la cité des éleveurs de Ntsélé. Cité des éleveurs de Ntsélé. Alors c'est un peu difficile, la commune de Ntsélé est vaste. Est-ce que vous pouvez faire une présentation globale ou celui qui regarde, celui qui vous suit, ait une idée claire? Parce que autour de nous, il n'y a que des montagnes qui nous entourent. Hein. On ne sent même pas la maison communale de Ntsélé. On va avoir une petite précision du site là où nous sommes. Oui, donc quand vous arrivez au niveau du mausolée de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, juste derrière, quand vous contournez le mausolée, il y a une route, vous prenez 5 km, vous traversez la rivière Chimanga et c'est là où se trouve notre cité des éleveurs. À combien de kilomètres à peu près? 5 à 7 km du mausolée, de la principale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce site? Bon, c'est l'aménagement d'un site qui est d'abord agropastoral dans le cadre du projet Élevage Congo. Élevage Congo, c'est un projet initié par l'entreprise Hourglass Trading Congo avec le DG M. Dan Akarazis, qui devait être avec nous d'ailleurs ce matin, mais à cause de certaines raisons privées, il n'est pas avec nous. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est l'agro-pastoral. Oui. Vous êtes lancé dans l'agro-pastoral.
qu'est-ce que vous avez constaté? La ville de Kinshasa n'a pas quelque chose à manger, la population qui n'a pas une culture de faire de l'agriculture. Quelle est la valeur que vous voulez inculquer d'abord à toute la population ou à une partie de la population congolaise? Oui, très bonne question. La philosophie de ce projet en lingala est simple. Il dit Toleisa Moka parce que c'est possible. Et là, donc, c'est la part de tout le potentiel que nous avons dans notre pays, mais un potentiel qu'on vend toujours, n'est-ce pas? Autant de millions d'hectares arables, tout ça, vous connaissez le slogan, mais qu'on n'exploite pas. Alors, la vision du projet consiste à faire la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Donc, amener le Congolais à entreprendre dans l'agriculture pour résoudre la question de la pauvreté, la question de la sous-alimentation et ainsi de suite. Très bien, Tolesa Congo. Vous allez faire nourrir les Congo. Vous formez ou vous exploitez? Bon, le projet consiste d'abord à former le Congolais dans l'entrepreneuriat agricole, les techniques de culture et ainsi de suite. La deuxième phase du projet, c'est amener ce Congolais-là à acquérir son terrain, n'est-ce pas, où il va faire l'exploitation. Et le projet accompagne le Congolais dans l'exploitation de sa petite ferme qu'il acquiert au sein du site. Mais j'insiste pour dire que le terrain que la personne achète, ce n'est plus le terrain du projet. C'est son terrain à lui. Mais le projet veut à ce que la personne se lance dans les activités agro-pastorales sur son terrain. Essayez un peu de nous expliquer. Les bénéficiaires viennent, ils achètent, ils exploitent, ils partent, ils louent, ils partent, ou ils achètent, ou ils s'installent complètement. Comment ça se passe? Bon, dans la présentation du projet, d'une manière générale, parce que nous avons d'autres sites. Nous avons le site de Mosabou à Maloko, on a aussi le site de Kinta 1 et Kinta 2, et ça c'est la cité des éleveurs en Célé. Le projet vise à ce que la personne, comme je l'ai dit, après la formation, puisse acquérir son terrain. Donc ici on ne loue pas de terrain. Il acquiert son terrain, nous lui donnons le certificat de cession de terre et après nous l'aidons à obtenir sa fiche parcellaire au niveau de la commune. Ok? Alors, la personne, une fois dans le projet, il commence à développer ses activités agro-pastorales. Notre but, n'est pas une personne qui vient seulement acquérir un terrain, mais qui entre dans la logique du projet, devenir au finish un entrepreneur agricole. Alors, l'agro-pastoral englobe plusieurs activités, plusieurs phases d'activité également. Mais vous ici, de manière explicite, sur quoi vous formez les gens? Oui, par rapport à ce site, l'activité que nous avons mis en place sur la culture, nous allons procéder à la production du compost. Oui, les engrais verts à partir de déchets verts et des déchets biodégradables que nous récoltons au niveau de différents marchés de la ville de Kinshasa. Et aussi à partir de ce compost-là, nous faisons la culture des larves, la production des asticots, lesquels actuellement constituent une alimentation pour la volaille ainsi que le poisson. Alors, ici, ceux qui vont exploiter, quel est le type de culture que vous avez fait le choix sur lequel chacun va se lancer? Chacun va faire le choix de sa culture ou vous avez le type de culture unique que vous dites que bon, nous voulons que vous puissiez commencer par exemple avec la tomate, nous vous encadrons avec la tomate et vous verrez la suite. Bon, actuellement, par rapport à ceux qui souscrivent au projet, nous avons une culture unique, comme je viens de le dire. Donc le compost que nous allons produire, ainsi que les asticots, ça se fera sur tous les terrains, n'est-ce pas? Oui, tous les terrains des agriculteurs, plutôt des entrepreneurs agricoles. Mais comme le projet doit s'étendre ailleurs, nous allons encourager ces personnes-là à pouvoir acquérir des espaces beaucoup plus grands, comme au niveau de Kinta, où à part ce qu'ils font déjà ici, ils pourront avoir la porcherie, ils pourront avoir la pisciculture, et ainsi de suite. Donc ici, c'est comme une phase de lancement. La formation se fait de quelle manière? Vous les appelez sur le terrain, vous les faites en ligne, ils ont les salles de cours, vous avez quel type de méthodologie que vous utilisez pour la formation? Élevage Congo a plusieurs centres de formation. Le centre principal, c'est au niveau de Victoire, où se trouve le siège de la société. Mais pour besoin de mobilité, il y a des personnes qui peuvent se retrouver en groupe, n'est-ce pas, dans un coin, et Élevage Congo délègue des formateurs là-bas pour pouvoir les former. Comme on a des formations au niveau du Kankokolo, on a des formations au niveau de Kanchachi et d'autres endroits privés.
Sur le site où nous nous retrouvons, ça c'est une avenue et une route que on a aménagée qui a été déjà aménagée, ou c'est vous qui venez d'aménager? Bon, je crois que tu devais avoir les photos de ce qu'était cet espace. C'était vraiment un espace, une petite brousse. Donc ça c'est le travail du projet. Le projet qui est en train de travailler afin d'aménager les parcelles agricoles conformément à des normes techniques avérées. Donc là, c'est la route principale, mais nous avons aussi des directions parce que nous avons des blocs. Chaque bloc est composé de 20 parcelles. Et puis, les blocs sont séparés. Plusieurs blocs constituent une cellule. Donc, c'est vraiment bien administré. Donc, c'est dans ces parcelles-là que les personnes ou les propriétaires des parcelles vont faire l'agriculture? Oui, ils vont faire leur exploitation, comme je l'ai dit au début, oui. Vous avez une idée sur la dimension de chaque parcelle? Bien sûr. Ce sont des parcelles de 20 mètres sur 20. Oui, mais il y en a qui en ont acheté une, d'autres 2, d'autres 3, 4 ou 5. Mais la limite, c'était 5. Bon, au départ, c'était 5 terrains par personne. Mais après, nous avons vu l'engouement. On a voulu donner la possibilité à plusieurs parce que c'est un projet communautaire. Nous voulons qu'il y ait plus de personnes qui puissent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Voilà pourquoi on a réduit le nombre pour qu'il y ait plus de gens qui se lancent et qui prennent le goût et qui peuvent aussi continuer ailleurs à faire la même chose avec l'accompagnement du projet. Vous savez qu'au Congo, la politique de faire l'agriculture n'est pas vraiment un sérieux problème parce que même les villageois font l'agriculture, mais chaîne d'approvisionnement, transformation surtout, transformer les produits agricoles en produits finaux, c'est ce qui pose un sérieux problème. Avez-vous une politique pour ça? Oui, c'est pour ça ce que nous sommes en train de faire, comme vous l'avez dit, par rapport à l'agriculture, ce n'est pas nouveau, mais ce qui manque souvent dans les projets agricoles, c'est l'accompagnement technique. Mais un accompagnement technique conséquent, n'est-ce pas? Et par rapport à cet accompagnement technique, à part la formation que l'entrepreneur reçoit pour savoir gérer sa ferme, il y a aussi l'accompagnement technique par rapport aux agronomes que nous avons, des vétérinaires qui l'accompagnent pour sa production. Parce que notre politique, c'est faciliter aussi les entrepreneurs à la commercialisation de leurs produits. À titre d'exemple, c'est nous qui prenons, nous rachetons la production de tous nos entrepreneurs agricoles. Donc nous avons intérêt à ce que ce soit une bonne production. Voilà pourquoi nous investissons dans la formation, mais aussi dans l'accompagnement de tous ces entrepreneurs-là. Donc par rapport à la question que vous avez dit, chaîne des valeurs et tout ça, en tout cas c'est un projet moderne, innovant, avec tous ces aspects que nous essayons de mettre en place. Je vous donne un exemple. Nous avons par exemple mis à côté de chaque entrepreneur ce que nous appelons les GAP, les gestionnaires agro-pastoraux. Des personnes formées, n'est-ce pas, en gestion, en administration et tout, qui ont 20, 30, 40 entrepreneurs qu'ils suivent, qu'ils accompagnent. Et nous sommes allés même plus loin, à pouvoir faire de ces GAP-là des entreprises. Donc des entreprises au niveau du guichet unique. Donc ça nous rassure, ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas abandonnées à eux-mêmes, ces entrepreneurs. Sur le plan technique, il y a des agronomes, des vétérinaires, et sur le plan administratif et financier, il y a les gestionnaires agro-pastoraux. Donc vous voyez que tout ça, c'est vraiment des mécanismes, des garde-fous. Très bien, mais ces personnes-là qui reçoivent des spécialistes à leur côté, est-ce que vous avez bien calculé les coûts de ce qu'ils dépensent et ce qu'ils gagneront? Très bien, nous avons des tableaux. D'ailleurs, avant qu'une personne ne puisse se lancer comme entrepreneur au sein du projet, nous présentons un tableau où nous montrons les genres de culture, nous montrons ce que sera le bénéfice brut, ce qui sera les différentes charges et aussi le net que la personne reçoit au finish. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes, ayant vu de la transparence dans ce que nous sommes en train de faire, ils se sont lancés. Donc il n'y aura pas de souci pour payer qui que ce soit parce que tout est déjà dans le calcul. Vous croyez quand même que dans le 20 mètres carrés, quelqu'un peut se retrouver? Oui, bien sûr, il va se retrouver. Je vous donne un exemple. Déjà, quand nous emmenons les déchets, que nous évacuons des marchés et que nous enfouissons sur le terrain d'un entrepreneur, la personne a plus de $50. Ah bon? N'est-ce pas? Ah oui. Alors, une fois que le compost sont produits sur son terrain, je crois que c'est 7 ou 8 sacs, je crois, ça dépend de la quantité qui a été enfouie. Et il est dans les 100
150, non, dans les 300 quelques dollars, parce que j'ai pas les chiffres avec moi ici, mais c'est déjà dans un tableau. Et quand on arrive au niveau des asticots, là c'est encore plus intéressant, parce que les asticots actuellement, bon, ce n'est pas connu ici dans notre pays, mais en Afrique de l'Ouest, en Chine, partout, c'est déjà un business où les gens se retrouvent. Il est au-delà des 500. Donc nous, dans nos calculs, par mois, bon, à moins qu'il y ait un imprévu, parce que bon, vous savez, dans le monde agricole, il y a aussi des réalités, mais on table autour de 700-800 que la personne peut avoir par mois. En tout cas, c'est ça notre vœu. Mais maintenant, après cela, nous ne voulons pas, parce que 20 mètres sur 20, c'est petit. Mais avec ce revenu, la personne a la possibilité d'avoir un espace plus grand sur un de nos sites et vraiment avoir une ferme plus étendue et être vraiment en plein dans l'agro-pastoral. Si je comprends bien, chaque parcelle sera en même temps un site de production de compost. Oui. Alors, qui va commencer à ramasser ces déchets biodégradables pour les amener dans la parcelle afin qu'on produise du compost? Ah oui, très bonne question. Le projet Élevage Congo, comme je l'avais dit, c'est le projet de l'entreprise Hourglass Trading Congo. Et c'est un projet qui est mené avec des ONG partenaires. Et notre ONG, OPBS, est une ONG partenaire à Élevage Congo et a eu ce marché-là, cet axe-là de collaboration pour ramasser les déchets au niveau de marché et amener cela au niveau du site. Donc il y a toute une organisation, une administration par rapport à ça. Je sais qu'on peut venir, on descendra sur le terrain avec vous pour parler, pour voir comment vous ramassez ces déchets. Mais déjà, une question de curiosité. Les déchets ne sont pas séparés. On ne fait pas le tri déjà à Kinshasa, vous le savez bien. Vous avez vu vous-même comment ils sont entassés partout. Comment feriez-vous? Vous allez créer un autre système de commencer à faire les tri ou vous allez exiger au marché ou aux marchands plutôt de commencer à séparer ces déchets? Bon, nous, dans notre politique, nous savons qu'il y a nos amis de Kinbopeto qui font déjà leur travail par rapport au marché. Non, ils font leur travail et nous les félicitons pour ça. Mais nous, de notre côté, pour être beaucoup plus pratique par rapport à ce que vous avez dit, nous avons pensé travailler avec les pousse-pousseurs qui passent dans des ménages pour récolter des déchets biodégradables, n'est-ce pas? Et puis, au niveau des marchés aussi, ils récoltent, n'est-ce pas? Là, vous allez exiger aux pousse-pousseurs de ramasser que les déchets biodégradables? Oui, biodégradables. Parce que, en fait, nous, les pousse-pousseurs, c'est pas des gens que nous prenons comme ça. Non, ce sont des gens que nous identifions, que nous allons aussi accompagner. Parce que nous sommes une ONG, ok? Donc, nous allons collaborer avec eux de façon à les motiver. Au lieu d'aller jeter, parce que quand ils prennent les déchets, bon, ils vont là où bon leur semble, ils jettent l'essentiel qui se sont débarrassés. Mais nous allons les orienter à amener ces déchets-là. Oui, bien sûr, vers nous, moyennant bien sûr quelque chose, parce que les déchets qu'ils récoltent là, on les paye pour ça. Mais en contrepartie, par rapport à un tonnage qu'un pousse-pousseur réalise auprès de nous, eh bien, nous allons le motiver, nous allons l'encourager. Parce qu'il y a aussi un aspect social que nous voulons développer dans le projet. Pas seulement le business, mais aussi voir comment on peut... Parce qu'il y en a beaucoup, ces pousse-pousseurs. On peut les encadrer, les organiser en coopérative et des choses du genre, voilà. Très bien, ça c'est une bonne politique déjà. Si vous mettez ça en place et si vous exécutez ça, je pense que même Kinshasa peut devenir propre. C'est notre vœu, en tout cas. Alors, mais ce qui nous pique maintenant, c'est quoi? D'abord, la superficie de ce terrain de combien d'hectares? Bon, c'est que vous octroyez à vos partenaires? Dans l'ensemble, bon, le site a 58 hectares, mais il y a... environ, je crois, 50 hectares, si je m'abuse, réservés pour les parcelles agricoles, mais il y a aussi de l'espace pour l'administration, les bureaux, ainsi de suite. Parce que je vous rappelle, je crois que je vous l'avais déjà dit en privé, que c'est un site urbain. Donc, nous commençons avec un projet agropastoral, mais d'ici quelques mois, ça dépendra de l'évolution des choses, nous allons passer de l'agropastoral à l'immobilier. Mais comme je vous l'avais dit au départ, toute personne qui commence avec l'agro-pastoral ici, avec les premiers revenus, il a la possibilité, et c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que nous voulons, qu'il puisse continuer sur les autres sites pour continuer l'agro-pastoral, parce que c'est la cité des éleveurs. Donc, ne peut être ici qu'une personne qui a des activités agro-pastorales sur l'un de nos sites. Très bien. Alors, la grande question, c'est de savoir aussi la quantité de tonnes de déchets que vous devrez ramasser pour combler toutes ces parcelles. Vous avez déjà fait tous ces calculs? Oui, nous avons fait des estimations. Vous savez, les marchés de Kinshasa ici produisent beaucoup de déchets. Alors, bon, la difficulté au départ, c'était avec les administrations des marchés. Bon, on leur en veut pas trop parce que c'est un système nouveau, vous voyez. Les gens comprennent les déchets
en vrac, en masse, mais nous voulons un peu faire le tri et tout. Bon, on est en train de se battre. Mais ce qui est vrai que les déchets, il y en a. Alors, même avec notre division urbaine et de l'environnement, avec qui on est en train quand même de dealer, parfois de nous aider, de nous faire des facilités pour que nous soyons opérationnels au niveau de la ville de Kinshasa. Les choses évoluent très bien. Je pense que à notre niveau, on n'aura pas trop de soucis. Bon, à moins que l'administration puisse un peu ne nous être pas favorable, mais du moins du côté du projet, les dispositions sont prises pour que tous ces déchets-là qui traînent à gauche, à droite, nous puissions les capitaliser, nous puissions les valoriser. Très bien, nous parlerons des déchets lors d'une descente sur terrain, voir comment vous faites par rapport à cette procédure. Mais revenons sur les sites avec des investisseurs, s'il faut les appeler. Vous les appelez comme ça, des entrepreneurs agricoles. Oui, investisseurs. Oui, ils investissent dans le domaine agricole. Qu'est-ce qui a été un élément motivateur pour toutes ces personnes à commencer à adhérer? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment bien se lancer dans l'agriculture. Que ce soit ceux qui sont au pays et même ceux qui sont de l'autre côté de la diaspora. Oui. Mais le problème, c'est faire avec qui? Ça, le problème. Il y en a beaucoup qui ont tenté des expériences malheureuses. Mais quand ils ont vu un projet bien organisé et tout, bon, évidemment, au départ, il y avait, excusez-moi, des Saint-Thomas et tout, mais nous nous battons, malgré beaucoup de contraintes que nous subissons, de faire les choses proprement et être fidèle, être transparent. Ce qui a fait qu'avec le temps, bon, il y a plus d'engouement, les témoignages qui vont partout, et même maintenant la diaspora nous inonde par rapport à ce projet. Très bien. Mais il y a une question aussi, je suis obligé de vous poser cette question. Vous entendez parler de l'anarque dans le domaine foncier en RDC? Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été parmi les préoccupations exprimées par beaucoup au début là. Bon, est-ce que on a des garanties que demain on va pas nous balancer? Est-ce que et je vous dis, c'est qu'on ne fait pas. Lors d'une réunion, le DG, M. Dan, a été en tout cas contraint, pas contraint, mais pour prouver sa bonne foi. Il a même présenté les documents de ce site. Il a le plan cadastral et tout pour montrer que tout est en ordre. Mais ce sont des choses que bon, quelqu'un peut, vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, mais il l'a fait. Donc pour montrer sa transparence par rapport à ça. Et puis il y a un autre élément. Vous savez, quand vous visitez un site, si c'est un site à problème, comme on est là avec vous faisant l'émission, vous allez voir déjà des gens venir là et créer un peu des engouements et tout. Mais les gens viennent ici, on ne les dérange pas, on ne les inquiète pas, parce qu'il n'y a pas de souci. Les humeurs des chefs coutumiers. Nous sommes, c'était un site privé. Donc nous avons récupéré auprès d'une personne. Qui avait acheté un bon uniforme. Bien sûr, depuis l'époque Zaïre et jusque nous avons les documents de l'époque Zaïre, de l'époque RD Congo et donc tout est en ordre. Ici d'ailleurs, si vous vous promenez partout, ce sont des fermes privées. Contrairement à d'autres endroits où vous avez, oui, on a des endroits. C'est comme à Kinta par exemple, on a négocié avec les chefs coutumiers, on leur a donné leurs droits et quand les entrepreneurs sont partis là-bas, ils se sont pas gênés de poser la question aux chefs coutumiers. Dites-nous, est-ce que ces gens ici sont sérieux? Non, nous connaissons le DG, M. Dan, nous connaissons tout est en ordre, donc pas de souci. Il faut que le Congolais sache que là où il y a des faux, le vrai ne manque pas. Je sais, il y a des anarcheurs et tout ça, mais c'est qu'il y a des vrais quelque part. Bon, nous ne prétendons pas, mais nous croyons être parmi ces vrais-là. Alors, l'une aussi des préoccupations majeures, c'est quand vous travaillez dans le domaine agricole, mais les pêches et l'élevage également, il y a le ministère des pêches et l'élevage qui intervient, le ministère de l'agriculture qui intervient et d'autres ministères. Alors, avez-vous toutes ces autorisations possibles au niveau de l'État? Parce que s'il n'y en a pas, on risquerait aussi de voir demain les procès commencent. Moi j'ai eu autant d'hectares, moi j'ai eu autant de parcelles, on m'a arraché, on m'a fait ceci. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le projet est en bon terme avec les institutions. Pour votre information, nous avons des bons rapports avec le Conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires. Et d'ailleurs, nous avons eu une séance de travail avec eux il y a pas longtemps, avec le secrétaire général adjoint, si je m'abuse, Dr François, là chez eux, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que nous pouvons signer un partenariat et que beaucoup de médecins vétérinaires qui seraient au chômage peuvent à travers ce projet avoir une opportunité de pouvoir avoir de l'emploi. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Dans ce domaine, il y a toujours des verbes qui coulent chaque jour. Mais au moins, ou néanmoins, en regardant ça, on sent quand même quelque chose du concret qui commence à se dessiner. Qu'est-ce que vous voulez inculquer aux gens? Bon, vous savez, le chef de l'État avait dit quelque chose de très intéressant, mais bon, je ne sais pas si les gens peuvent le capitaliser. La revanche du sol sur le sous-sol.
Oui, mais c'est très profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe à l'Est à cause de nos minéraux et tout. Mais alors que nous avons aussi un sol riche qui peut produire. Alors, en fait, c'est ça. C'est une révolution de mentalité. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à travers le monde. Il n'y a pas longtemps ici, c'est la farine de blé qui provenait de la Russie ou de l'Ukraine et tout ça qui nourrissait le monde. Mais avec ces difficultés, maintenant on recourt à la farine de manioc, vous le savez. Donc ce sont des choses qui doivent amener les consciences à s'éveiller, afin de pouvoir capitaliser une approche comme celle-ci. Où nous montrons aux gens qu'ils ont la possibilité, de manière autonome, à se prendre en charge du point de vue alimentaire. Si on peut déjà voir le manger, c'est déjà un grand basique pour une communauté. Très bien. Parlons de la fertilité du sol. Avez-vous mené des études pour amener des gens à venir investir dans des sols, dans cette partie que vous avez choisie? Parce que si les études n'ont pas été bien menées, vous risquerez aussi de faire jeter l'argent de beaucoup de partenaires. Et puis après, on sent quand même que c'était juste des trompe-l'œil. Oui, vous avez raison, mais vous vous rappelez d'une chose que j'ai dit dès le départ, que le projet, c'est un projet qui est organisé sur tout le plan, le plan administratif, même le plan technique. Et nous avons des partenaires avec des associations des agronomes. Là, nous avons au moins 40 agronomes qui sont sur le site. Et chaque agronome supervise un bloc de 20 parcelles. Donc, tout cela, les études ont été prises en compte et je crois les images de la caméra vont le montrer. Même par rapport à l'aspect hydraulique, le drainage de l'eau, il y a des hydrologues qui sont là, qui sont en train de faire leurs études, comment faire monter l'eau du bas là-bas jusqu'à ce niveau ici. Donc, de ce côté, il n'y a pas de souci. Par rapport à la fertilité du sol, je vous ai dit tantôt ici que nous allons produire du compost sur place. Pour corriger le sol là où ça ne va pas. Donc, voilà, donc de ce côté, il n'y a pas de souci. De toute façon, donc, vous ne visez pas sur la fertilité naturelle que le sol a, mais vous comptez beaucoup plus sur les apports que vous allez porter pour amender le sol. Bon, mais vous-même vous regardez, vous voyez quand même qu'il y a de la verdure, mais n'empêche que on peut toujours améliorer parce que à part le compost, j'ai oublié un élément, nous allons aussi faire du maraîchage. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes en train avec les hydrologues de travailler pour qu'il y ait de l'eau sur le terrain. Vous savez, vous-même avec le maraîchage, il faut avoir l'eau en permanence. Donc, ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Très bien. On sent déjà quand même que c'est... Vous commencez quand des activités? Ah ben là déjà nous sommes en train d'évoluer parce que la première étape c'était de pouvoir sensibiliser la population. La communauté est venue. Bon, parce que les gens devaient voir. Nous avons organisé plusieurs visites, je m'excuse, où ils devaient venir pour voir un peu le site et tout. Alors les gens ont acheté. Après maintenant c'est le morcellement. Et aujourd'hui vous venez vivre la remise de terrain. Donc chacun vient voir son terrain qu'il a acheté, ok, et les documents provisoires que nous octroyons. Alors l'étape qui suit, c'est nous attendons légèrement la saison sèche pour commencer à faire le creusage de trous, là où nous allons enfouir les déchets. Il faut des excavatrices qui vont faire ça dans chaque terrain et ainsi de suite. De l'autre côté, nous sommes en train de préparer déjà avec le marché, comme je l'ai dit, les ramasseurs de déchets. Donc nous sommes en train d'évoluer. Très bien. Actuellement, qu'est-ce que nous pouvons encore visiter? À part ce que nous voyons dans ces paysages, les aménagements, mais on sent qu'aussi il y a des tasses, des immondices que vous réunissez ici. C'est pour quelle fin? Ah oui, c'est de la paille. C'est de la paille que nous allons utiliser comme ferment afin de produire les champignons. Oui. Ah bon? Vous allez produire les champignons? Oui, d'ailleurs vous avez vu, c'est de la matière que nous allons vendre. Je pense que la caméra a pris quelques images des tas de paille, tout ça, que nous avons quand on est en train de faire le dessouchement, que nous avons, eh bien, c'est pas à jeter. Parce qu'en agriculture, rien ne se jette. Tout est utile. Voilà. On arrivera tout. Vous avez un technicien qui travaille dans le domaine pour qu'il nous donne un peu plus d'explications, c'est ça? Oui, les techniciens sont là. On peut en rencontrer un qui peut vous expliquer, que ce soit, bon, si vous le voulez, le topographe par rapport à la disposition, la mise en place, n'est-ce pas, des différentes parcelles, les agronomes aussi par rapport à ce qu'ils font comme opération, et les hydrologues qui seront là aussi. Ah. Très bien. Allons à la rencontre quand même de ces gens-là. Peut-être qu'ils pourront nous dire un mot. Ok, merci. De tout ce que nous avions annoncé, nous sommes dit qu'il nous devons voir les techniciens pour échanger
avoir les avis du technicien sur l'aménagement du site. L'un est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle l'ingénieur Yanga François Xavier. Ingénieur dans quel domaine? Bâtiments et travaux publics. Je suis ressortissant de l'IBTP. Très bien. Alors ici, quel est votre rôle? Mon rôle, je suis ici pour la division, donc pour le lotissement du terrain. Oui, donc je suis ici pour lotir ce terrain. Et le terrain qui se présente pour le moment en 3 parties. Nous avons cette avenue, ce boulevard de 17 mètres. Le boulevard de 17 mètres. 17 mètres de large qui va du début jusqu'à la fin là-bas. Et il y a la partie est où nous avons 3 quartiers. Or, chaque quartier a 9 blocs. Un bloc a une superficie de 1 hectare à peu près. C'est 100 multiplié par 86. 100 multiplié par 86. Oui, puisqu'il y a des avenues qui sont là à l'intérieur. Maintenant, dans un bloc, nous avons 9. Pardon, dans un quartier, nous avons 9 blocs. Les 9 blocs sont divisés par les avenues. D'abord, il y a des directions. Nous avons, les blocs sont divisés par les directions de 8 mètres. Et à l'intérieur, il y a l'avenue de 6 mètres. Maintenant, entre 2 blocs, nous avons une séparation, donc il y a une direction de 10 mètres. C'est ça qui nous représente dans le site. Nous avons attaqué ça. Et le premier bloc. Non, le bloc de l'Est. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième est là-bas. Et le premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier là-bas. Et ici même. Mais avec les concessions voisines, le site n'est pas rectangulaire, mais le site est trapézoïdal. Il y a le bas. Oui. Au bas, nous avons presque 300. Nous avons 603. Mais vers à la fin là-bas. 603 mètres. Oui. À la fin là-bas, c'est moins. Donc, nous avons moins de ça. Très bien. Or, le skit topographique qui m'a été donné, c'est ça qui ne répond pas. Et on est en train de vérifier aussi et on aura la superficie totale. Dans un premier temps, nous avons divisé. Ici, il y a 3 quartiers. Dans les 3 quartiers, le premier quartier a les 9 blocs. Le deuxième, nous avons 9 blocs aussi. Le troisième, nous avons une perte de quelques blocs là-bas. Et nous avons au total 300, nous avons chaque bloc à 160 parcelles. Nous avons deux blocs qui sont entiers, 160 fois 2, ça fait 320. Maintenant, le dernier bloc n'est pas au complet. Nous avons 112 et qui fait un total de 332. Très bien. Alors, quand nous prenons presque tout ce que vous venez de présenter là, oui. Vous avez parlé des études topographiques pour aménagement d'un terrain. Pour l'aménagement d'un terrain, oui. Il y a des études topographiques qui doivent vous indiquer certainement. Oui. Ici, après l'aménagement agricole, vous passerez par le lotissement. Est-ce que le site répond aux normes de lotissement par rapport à la topographie du sol? Oui, je dirais, puisque nous devons travailler en fonction de ce que nous trouvons. Et les lotissements, c'est ce que nous continuons à faire. Il y a la partie est, il y a la partie ouest, et nous avons la partie nord qui est vers le bas. Voici cette direction qui divise la partie est
Et ici, c'est la partie ouest qui est là. Ouais. Normalement, nous avons la partie nord qui est en bas, qu'on n'a pas encore exploitée. Jusqu'à présent, je crois que nous avons déjà totalisé. Pour ici, on a déjà fait un peu de fait de lotir. On a retrouvé 226. Avec ce que nous avions, de l'autre côté, il y a 658 parcelles qui sont là-bas. Et nous allons ajouter les autres. Alors parlons maintenant de la qualité du sol. Il n'y a pas d'inconvénient, risque d'érosion, tout ça? La qualité du sol, bon, chaque fois le sol, c'est l'homme qui entretient ça. Vous voyez que quand il y a la pluie, le sol absorbe. Maintenant, lorsqu'on construit, en principe, il faut drainer l'eau. Il faut créer des voiries. C'est pourquoi nous avons déjà prévu telles que les voies pour essayer un peu de faire le drainage des eaux. Et je crois que ça sera, c'est pour éviter que l'eau puisse traîner ici. Oui. Donc si je comprends bien, même toutes les constructions qui viendront après l'aménagement agricole seront des constructions qui doivent répondre aux normes. Chacun ne construira pas de sa propre manière pour que nous ayons des parcelles comme on a dans la grande ville de Kinshasa. Nous avons le même type de construction. Personne ne peut construire de lui-même puisque il doit y avoir des structures qui doivent construire en respectant les normes. Et en faisant aussi tel que le drainage, voirie et drainage directement, pour éviter ce que nous trouvons de l'autre côté. Très bien. Oui. Alors jusque-là, lorsque vous avez fait toutes ces études, vous avez tout fait des calculs et ainsi de suite, par rapport à l'eau, oui. On sent quand même que la rivière est un peu éloignée. La profondeur, avez-vous calculé, peut-être vous allez faire des forages, tous ces éléments-là, avez-vous déjà fait une étude sur ça? Oui, il y a des études qui sont menées. Dans un premier temps, nous avons les forages. Il y a des ingénieurs hydrologues qui sont arrivés et qui ont déjà prévu, ils ont étudié et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, ils seront ici pour déjà commencer leurs travaux. Et nous n'allons pas laisser seulement le forage. Nous devons tirer aussi l'eau de la rivière jusqu'ici. Avec un traitement bien réservé alors? Oui. Très bien, nous vous disons merci ingénieur. Ok, je vous remercie aussi. Voilà, après l'ingénieur en travaux publics bâtiments qui nous a fourni quelques explications, nous tournons maintenant vers l'ingénieur agronome qui est avec nous. Il doit nous dire aussi quelque chose parce que ce site a d'abord à vocation agro-pastorale. Alors, bonjour ingénieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? C'est l'ingénieur Isaac et je suis directeur technique de l'élevage Congo. Très bien, directeur technique de l'élevage Congo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous visez dans ces domaines agro-pastoraux dans ce site? Oui. La première des choses, nous avons commencé à amener les gens à l'entrepreneuriat. Afin que les gens sachent comment s'autofinancer et comment aussi on peut avoir, sans surtout des difficultés financières. De deux, nous avons amené dans la formation de la production agricole et la production d'élevage pour que l'homme sache cultiver et l'homme sache élever afin que nous puissions booster notre pays aux attentistes des choses qui proviennent des congelés qui proviennent de l'extérieur avec des formules, tout ça, alors que nous avons un sol qui est riche et nous avons tous les potentiels. Nous avons de l'eau, nous avons la forêt, tout cela qui peut nous fournir vraiment à manger en abondance. C'est ça vraiment, c'était notre objectif. Donc si je comprends bien, vous, Élevage Congo, va en guerre contre les produits congelés. Oui, ça vraiment nous sommes d'accord avec ça. C'est pourquoi nous voulons avoir des hommes de bonne foi qui ont la vision de sortir notre pays au système attentiste qui nous endeuille chaque fois avec tous ces formules et toutes ces choses qui nous arrivent en retard, des fois périmées, mais par manque, en souffrance, nous les utilisons. C'est ça vraiment notre première guerre.
Avez-vous le moyen pour faire face à cet défi? Les moyens c'est quoi? Je peux dire c'est les moyens humains, matériel humain. Tout le moyen possible pour réaliser ces grands projets. Nous avons les moyens, mais les moyens vont provenir de nous-mêmes les Congolais. C'est comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila. Nous ne devons pas attendre. Nous-mêmes, nous sommes capables de se prendre en charge. Très bien. Oui. Alors, les études. Avez-vous réalisé des études pertinentes qui ont confirmé quand même que dans ce site, si vous vous investissez par rapport à l'agro-pastoral, il y aura un rendement par rapport à ceux qui sont devenus, ceux que vous avez intéressés, qui sont des entrepreneurs dans ce domaine? Oui, les études ont été faites. Et à voir d'abord l'aspect de notre sol ici. Elle est riche. Et sachant qu'il y a des intempéries, tout ça, mais nous devons aller à l'amélioration. Cette amélioration, c'est ça qui nous a amené à avoir des sites pour avoir des composts. Dans les composts, nous saurons à améliorer notre sol. Puisque nous avons l'élevage des mouches soldats noirs qui nous donnent des asticots. Ces asticots doivent nourrir les poules, les étangs, nos porcheries. En revanche, nous avons les composts. Ces composts provenant de cet élevage, c'est ça qui va nous permettre d'améliorer notre sol pour avoir un bon rendement, qui est d'attendre les engrais chimiques qui vont détruire encore notre sol. Très bien. Là, c'est déjà un avantage parce que on sent quand même que vous voulez utiliser tout ce qui est bio pour éviter tous ces problèmes. Oui. Mais néanmoins, d'abord, la saison agricole ici va commencer quand? Bon, pour la saison agricole, nous voulons travailler à contre-temps. Puisque le contre-saison, puisque nous avons l'irrigation d'eau. L'eau est là, c'est l'eau qui nous amène à produire une grande production. Si nous regardons les pays tempérés, là, ils n'ont pas les problèmes de saison. C'est à tout moment, ils ont l'eau, ils ont irrigué de l'eau, et dans l'irrigation, c'est là qu'ils produisent. Nous aussi, c'est la même chose que nous allons faire avec nos entrepreneurs ici. Les coûts avantages, avez-vous bien calculé ça? Oui, les coûts par rapport à ceux qui vont les investir et ceux qui les gagneront. Nous les avons étudiés, puisque avec 1 kilo des asticots, vous avez au moins $1060 après avoir enlevé tous les travaux. Vous avez cet avantage-là. $60 par kilo. Oui. Et qui doivent commencer à les acheter? Nous avons des partenaires tels que les États-Unis nous dérangent pas mal pour avoir les asticots ici. C'est pourquoi nous pressons afin que nous puissions déjà commencer avec cet élevage-là. Dans ce pays, on nous a toujours apporté ce sorte de projet, en nourrissant le genre d'espoir que désormais, on va faire un projet qui va faire en sorte que toute la République démocratique du Congo puisse consommer, Kinshasa soit dans le soulagement et les gens vont venir avec engouement, mais au finish, on sent quand même que non, vous voyez, on a raté la saison, on n'a pas fait ça. Est-ce que toutes ces contraintes-là et puis tous ces défis, vous les avez bien calculés pour que vous puissiez vous lancer? Oui, tout a été bien calculé. L'élevage Congo ne travaille pas seul. L'élevage Congo associe des partenaires, tels que pour le problème de compost, nous avons l'OPBS qui s'en occupe. Et pour l'irrigation et les cultures maraîchères, il y a des agronomes et les entrepreneurs qui s'en occupent. Donc, les travaux sont divisés pour que chacun apporte une pierre afin que nous puissions booster ces développements. Alors, ici, c'est un champ pilote ou bien à part ici, vous avez encore d'autres projets que vous prévoyez qui peuvent permettre à ce que la population puisse se lancer et puis que vous puissiez nourrir les Congos parce que vous avez votre slogan Tole Samboka. Oui, ça c'est le site pilote. Puisque nous voulions commencer par ici. Mais là, nous avions déjà commencé à Moussabo. Là, nous aurons l'élevage des porcs. Dans l'élevage des porcs, chaque entrepreneur a sa vision.
À part l'élevage des porcs, il peut élever les poules. Quelles poules? Poules de chair, poules de ponte. Et je vais faire les cultures des pastèques. Je vais faire l'amarante à Mossabou. Et nous avons aussi Quinta 2 et Quinta 1. Et de là aussi, ces projets amènent les gens à leur construire des maisons. Et cela aussi nous amène à avoir votre pension. Après votre pension, votre retraite, un endroit où vous pouvez rester calmement, où vous avez vos arbres fruitiers qui vous donnent de l'argent, vous avez les composts, vous avez les maraîchages, vous avez votre élevage de porcs. Donc vous n'aurez pas à vous fustiger, je vais manger quoi? Comment je vais avoir de l'argent? Avec tout ça, avec la volonté de nos frères, nous allons réussir afin que nous puissions booster ces problèmes. Quel est l'espoir pour que ces projets réussissent? L'espoir, nous avions voulu que l'entrepreneur lui-même comprenne que ces projets n'est pas venu donner de l'argent aux hommes. Mais ces projets vous amènent à avoir d'abord un terrain. Ces terrains vous appartiennent. Afin que dans ces terrains, vous-même, vous achetez ces terrains. Et vous-même, vous avancez quelque chose afin que vous ayez dire, ça c'est pour moi, je vais faire un effort afin que je puisse produire. Mais si c'était donner de l'argent comme ça, l'homme ne sait pas souffrir. Il n'a pas souffert pour avoir de l'argent, mais on lui prête ça, il s'en va pour aller se faire n'importe quoi. Mais ici, vous achetez vous-même votre terrain. Vous avez votre fiche parcellaire qui vous donne le droit à être propriétaire. Vous pouvez aller vers Cadastre pour avoir votre registre, les fiches d'enregistrement, que cela provient pour toi. Cela, ça va te donner vraiment l'amour de produire pour nourrir les autres. Alors, les types de culture que vous avez choisi, il s'agit de quelle culture qui sera plus valorisée dans ce terrain? Ici, nous avons les maraîchages. Dans les maraîchages, il y a les amarantes, les morels, les aubergines, des tomates, des oignons. C'est ça vraiment des cultures que nous allons mettre ici. Alors que ce sont des cultures généralement périssables, quelle est la politique que vous mettez en place pour l'évacuation, la valorisation, ou pour que les investisseurs ne puissent pas perdre des produits qui vont pourrir après un certain temps? Sachant qu'avec les légumes, ça ne peut pas pourrir. La tomate pourrit. La tomate pourrit, oui, mais nous avons aussi des mécanismes d'aller vers les transformations. Si nous voyons que la production est grande, nous devons nous investir pour faire la transformation. Mais avec la population que nous avons, et si au marché on vend un botte de légumes à 1000 francs et que nous les vendons à 500 francs, nous aurons beaucoup de clients par rapport à ceux qui vendent trop cher. Ça ne va pas périr. Vous avez le type de marché que vous prévoyez pour couler ces produits? Ou bien vous allez faire comme tout le monde, après ici on amène ça sous l'arbre, dans les rues, dans les marchés traditionnels? Bon, pour les marchés, je pense qu'il y a des contacts qui sont à être pris. Nous avons parlé avec les marchés, et si la production est grande, la RDC maintenant doit commencer à exporter des produits agricoles. Nous disons merci, ingénieur. Merci. Vous avez compris avec moi, les amis de Equistic, que l'émission est complètement arrivée vers la fin parce que vous venez d'avoir toutes ces explications fournies par les techniciens et les organisateurs de cette bonne idée que nous avons trouvée. Alors pour nous, c'est une manière d'encourager ceux qui se lancent dans ces domaines agricoles. Vous nous avez trouvé la dernière fois, vous avez posé plusieurs questions sur les fermes de Pasteur Kosuma. Vous avez dit apparemment l'Equistic se faisait que sur les fermes de Pasteur Kosuma, mais nous sommes surtout le ferme de la République du Congo. Actuellement, si vous nous appelez, même si vous êtes en Ngandajika et que vous avez une initiative qui permette à ce que les Congolais puissent se retrouver, en tout cas, nous sommes prêts à venir partager avec vous toute l'expérience. Surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est voir toute cette connaissance, cette intelligence que vous transmettez aux autres afin qu'ils fassent quelque chose. C'est pourquoi je
vous invite, vous aussi, à faire de la même chose. Vous vous lancez sur terrain. Alors, appelez-nous. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Nous viendrons, comme d'habitude, et puis couvrir, surtout montrer aussi ce que vous faites. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Selemani qui nous a accompagnés sur terrain et à Rudi Kebonda qui nous a permis que nous puissions réaliser tout ce que nous avons réalisé sur terrain. Mais quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la télévision verte. Au revoir.